Alors, Niki, le climat et le changement climatique, on en parle depuis ce matin. Du point de vue du droit, le droit se retrouve finalement comme les autres disciplines, un petit peu face à un chantier nouveau. Et il y a beaucoup de questions d'ordre juridique qui sont posées par le réchauffement climatique. Quelles sont-elles ? Alors oui, beaucoup de questions et je ne saurais pas, même de manière non exhaustive, donner un panorama pour l'ensemble du droit. Donc je vais peut-être me concentrer au droit de la mer puisque c'est le thème du jour. Donc oui, le droit de la mer, c'est... Alors, si je peux commencer par une toute petite remarque générale, c'est que le droit de la mer aujourd'hui, il est régi principalement par la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, la Convention de Montego Bay, comme on la connaît, qui a en ce moment, en 2022, 40 ans. Donc, j'ai envie de dire c'est une jeune convention parce que depuis que j'ai 40 ans, je ne trouve plus ça vieux du tout. Mais en termes de droit, ce n'est plus une si jeune convention. Et donc, elle doit aussi s'adapter aux évolutions climatiques, technologiques et autres. C'est une des raisons principales pour lesquelles des questions de droit se posent parce qu'elle ne répond pas à tout. La Convention de Montego Bay, loin de là. Donc, on est assez frileux, on est assez réticent à utiliser les termes lacunes, mais on peut bel et bien l'utiliser. Il y aura des lacunes auxquelles il va falloir faire face. Elle est complétée par différents accords, notamment conclus dans les années 90 pour ce qui est de la pêche, mais aussi elle sera complétée, ça a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, on espère bientôt par les nouveaux instruments juridiquement contraignants sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, donc les BBNT, qui est en cours de négociation et qui devrait être... des discussions qui ont eu lieu à l'ONU il y a un petit mois là, et qui ont chopé pour nous. Oui, c'est fait un moment qui c'est en négociation. Les dernières cours de négociation n'a pas suffi pour adopter l'instrument, donc il y aura encore un qui on espère sera le dernier. Et ça va donc venir utilement compléter la Convention de Montego Bay pour régler des questions qui ne sont justement pas réglées dans la Convention. Alors, pour répondre maintenant plus précisément à votre question, les questions qui sont soulevées en droit de la mer par, directement ou indirectement d'ailleurs, par les effets du changement climatique sont très nombreuses. Pour en évoquer quelques-unes, on peut voir tout ce qui se passe en Arctique avec la fonte des glaces et les routes, éventuellement les nouvelles routes qui seront ouvertes. Il y a toutes les questions relatives à l'accès à la répartition des ressources dans un contexte où les ressources biologiques et non biologiques sont impactées par les changements climatiques. Tout à fait. Les écosystèmes, etc. La relation aussi des populations avec les ressources qui sont en zone côtière et qui peuvent migrer, échanger des lieux, etc. Il y a toutes les questions des dommages et des responsabilités internationales. Donc, quand on parle des dommages aux écosystèmes, est-ce qu'il y a une possibilité d'engagement des responsabilités internationales? Par qui? Au nom de qui? Devant quel forum? Etc. etc. Et puis, il y aura beaucoup de questions, et c'est peut-être là où on avait dit où ce serait plus opportun de concentrer les propos, beaucoup de questions liées à l'élévation du niveau de la mer, des questions qui, pour la plupart, seront relatives à l'un ou l'autre des 4 ou 5 thèmes. D'abord, la réduction, voire la disparition du territoire terrestre et insulaire de certains États, et tout ce que cela signifie en droit, notamment par rapport au statut d'État ou au statut d'archipel, pour certains États archipels qui risquent de voir leurs îles submergées. Toutes les conséquences relatives au territoire rendu inhabitable par les inondations ou par la contamination de l'eau douce et conséquences directes de celui-ci, la question des déplacés climatiques. Donc, qu'on appelle souvent les réfugiés climatiques, mais à tort. Voilà, qu'on appelle souvent, mais à tort pour l'instant en tout cas, des réfugiés climatiques, puisque justement les déplacés climatiques ne répondent pas à la définition juridique d'un réfugié, à la qualification juridique d'un réfugié.
Et il y aura également toutes les questions relatives aux frontières maritimes, qu'il s'agisse des limitations vers les larges, comme on appelle, des délinéations, donc comment changent les zones maritimes de chaque État en raison de l'élévation du niveau de la mer, ou qu'il s'agisse des délimitations latérales, donc ce qui est fait par traité ou par accord juridictionnel entre deux États, quelle est la conséquence de l'élévation du niveau de la mer sur ces traités ou sur ces décisions juridictionnelles. Ce sont des questions absolument cruciales qui, pour l'instant, ne sont pas réglées en tant que telles par le droit de la mer tel qu'on les connaît. Et à cela s'ajoute, encore une fois, la question du dommage et de la responsabilité internationale. Oui, c'est un sujet crucial aussi, la responsabilité internationale et comment, une forme de solidarité aussi. Tout à fait. Et puis, il faut voir aussi que les États les plus menacés par l'élévation du niveau de la mer ne sont pas forcément, sont même certainement pas les États qui sont les premiers responsables de ces changements climatiques qui conduisent à l'élévation du niveau de la mer. Et donc, est-ce que ces États, par exemple, pourraient demander réparation par les États principalement responsables et devant quel forum et selon quelle procédure, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de questions juridiques qui vont être posées, qui sont d'ores et déjà posées et qui vont être posées avec beaucoup plus d'intensité dans les années à venir en raison du changement climatique en droit de la mer. Alors, est-ce qu'il y a des échéances cruciales là, à cet égard, des moments où les choses vont un peu se cristalliser ? Je pense qu'on est en plein dedans. Donc, il y a, ça dépend de la question. Pour tout ce qui est ligne de base, alors, la ligne de base, voilà, il faut définir ce que c'est cette fameuse ligne de base, parce qu'elle est cruciale. Hein, elle est cruciale. Toute la conversation tourne autour d'elle. Oui, tout à fait. Puisque les zones maritimes de chaque État et les délimitations maritimes entre États dépendent des lignes de base. Donc, les lignes de base vont être, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, ça va correspondre, pour les faire le plus simplement possible, à la laisse des basses mers. Et donc, si on parle de l'élévation du niveau de la mer, effectivement, la laisse des basses mers ne sera plus la même. Et donc, est-ce qu'on va parler des lignes de base mouvantes parce que si on suit la définition des conventions de Montego Bay, si la laisse des basses mers change, la ligne de base va devoir changer également. Et dans ces cas, la délimitation vers les larges des zones maritimes de chaque État vont changer. Est-ce que ces lignes de base doivent être mouvantes ou est-ce que ces lignes de base doivent rester les mêmes, inchangées, en dépit du changement naturel et réel de la laisse des basses mers? C'est une question cruciale pour savoir comment les États peuvent revendiquer et quelles zones maritimes peuvent revendiquer. Alors on a l'impression qu'il y a une réponse qui est naturelle quand même, c'est que comme on est dans un espace mouvant, il faudrait s'adapter et adapter la ligne. Et apparemment tous les acteurs ne sont pas sur cette ligne, cette longueur d'onde. Non, et puis c'est drôle que vous parlez des naturels parce que ça laisserait entendre, et c'est souvent un débat plutôt théorique que nous avons, nous juristes internationalistes, ça laisserait entendre qu'il y a un rapport direct, un rapport automatique entre la nature et le droit. Or, ce n'est pas le cas. Si vous voulez, la nature n'apporte pas de conséquences automatiques en droit. Et c'est la raison pour laquelle tout doit être régi et réglé par les droits, quel que soit l'état naturel. Donc, quand on lit la Convention de Montego Bay, c'est vous qui avez raison. On a l'impression, si on fait ce qu'on appelle une interprétation littérale, que si la laisse des basses mers change, la ligne de base va devoir changer avec elle. Mais il y a plusieurs États, ceux qui sont les plus menacés justement par l'élévation du niveau de la mer et qui craignent de perdre du territoire étatique, parce qu'il faut savoir qu'en deçà des lignes de base, c'est des eaux intérieures, donc des eaux souveraines. Alors que devant les lignes de base, on passe sur différentes zones maritimes, mer territoriale, zone économique exclusive et puis haute mer. Donc il y a plusieurs États qui revendiquent des lignes de base stables qui ne sauraient changer, même si ça ne correspond plus à la réalité naturelle. Et donc, il y a des déclarations dans ce sens pour revendiquer des lignes de base qui ne seront pas mouvantes selon une interprétation pour le coup téléologique et non plus littérale qui serait fondée sur les besoins de sécurité juridique prônés par la Convention de Montego Bay. Donc, une question, voilà, on est en plein dedans, il y a des travaux en train d'être menés au sein de la Commission pour le droit international, la CDI,
et qui s'est emparé de la question depuis 2018 déjà, et qui tente de trouver et de proposer des réponses. Mais j'ai envie de dire, tant que les États eux-mêmes ne négocient pas et n'adoptent pas des instruments juridiquement contraignants en la matière, ou tant qu'une coutume internationale ne se forme pas en la matière, on n'aura pas de réponse claire. Et ces lignes de base seront tout autant cruciales pour les délimitations latérales. Vous voyez, deux États ont un traité de délimitation maritime qui trace la ligne, la frontière entre les deux à partir d'un certain point des lignes de base. Si ces lignes de base sont mouvantes, est-ce que les traités demeurent en vigueur tels quels entre les États? Et qu'est-ce qui se passe si un des deux États souhaite garder les traités tels quels alors que l'autre, les plus affectés, souhaite les modifier? C'est un jeu de domino, quoi. C'est un jeu de domino. La Convention Convention de Vienne sur les droits des traités, elle dit rebus sic stantibus, ça veut dire s'il y a un changement fondamental des circonstances, les traités peuvent être modifiés, voire suspendus. Or, après, il y a un autre petit paragraphe dans ce même article qui dit sauf pour les frontières étatiques. Est-ce que les zones maritimes sont des frontières étatiques? Est-ce que la zone économique exclusive, c'est une frontière? Non. Donc, est-ce que ça tombe dans les champs d'application de l'article 62? C'est juste pour vous donner plusieurs illustrations du nombre de questions juridiques qui peuvent se poser et qui se posent et qui, comme je vous dis, on est en plein dedans. Il y aura sans doute un avis consultatif d'ailleurs, demandé soit au Tribunal international des droits de la mer, soit à la Cour internationale de justice, soit aux deux, à propos des questions liées au changement climatique dans les mois, années à venir. Est-ce que la France a un rôle singulier à jouer sur ces questions, du fait même que notre pays a la deuxième zone économique exclusive Tout à fait, la plus vaste, au monde après les États-Unis, si je ne m'abuse. Oui, et je pense que c'était d'hier, au niveau de l'étendue géographique, c'est même les premiers. Oui. C'est le plus vaste, mais c'est lui qui est le plus qui a des plus d'étendue dans le monde, certainement. Là, vous me faites sortir de mon domaine très technique, très juridique, donc je laisserai peut-être d'autres mieux armés que moi pour y répondre, apporter des éléments de réponse, mais évidemment, là, pour le coup, la réponse est naturelle, évidemment, elle a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, elle est présente à toutes les tables de négociation, à tous des organes ou instruments qui se posent ce type de questions, elle en fait partie. Les situations qu'on voit par exemple en mer de Chine, qui ont été évoquées par le commandant, est-ce qu'il y a des enseignements, toute cette effervescence internationale par rapport aux droits de la mer, est-ce qu'il y a des enseignements particuliers et circonstanciels à en tirer? Oui. On a tout le temps des... Alors, j'ai envie de dire des précédents, sauf que tant qu'ils ne sont pas confirmés tant que tels, ce n'est pas véritablement encore des précédents qu'on peut utiliser tant que juriste. Mais par exemple, pour mer de Chine, il y a eu une sentence arbitrale en juillet 2016 qui a répondu à plusieurs questions, notamment à comment on définit l'île en droit international. C'était une question qui restait encore assez ouverte. Bon, après, elle a répondu de manière assez critiquée et assez critiquable, donc ce n'est peut-être pas dit qu'elle va être suivie, cette sentence arbitrale, parce qu'en droit international, ne sont pas liés par les décisions des autres organes juridictionnels. Pourquoi Parce que ça a donné une définition de l'île qui n'est pas partagée unanimement ni par la doctrine, ni par la pratique des États, et qui ne suit pas, en tout cas, la lettre de la Convention de Montego Bay, en donnant une définition un peu plus large par rapport à qu'est-ce qui est considéré comme une île, parce que l'article 121 de la Convention de Montego Bay nous dit qu'une île, pour avoir droit, parce que la question, c'est pas tant qu'est-ce que c'est une île, mais quelle île a droit à une zone économique exclusive et à un plateau continental. Et pour y avoir droit à ce type de zone maritime, il faut être une île habitable et propre à la vie économique, donc susceptible de soutenir la vie économique. La question, c'est est-ce que c'est le cas de nature de l'île, ou est-ce que si l'État intervient pour la rendre habitable, et donc ce sont des infrastructures ajoutées qui lui permettent de soutenir une population, est-ce que ça compte encore comme une île? Et donc ce sont des enjeux comme ça qui ne sont pas du tout anodins. Lorsque nous avons des États qui peuvent en réalité, à partir d'un petit rocher, créer toute une île artificielle autour.
Alors vous dites qu'il y a des lacunes, vous avez rechigné à utiliser le terme, Oui. il y a des lacunes dans Montego Bay telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que néanmoins le traité il est réformable? Est-ce qu'on peut réparer les trous dans la raquette? Ou maintenant on est dans un moment où il faudrait presque repartir de zéro, quoi? Non, certainement pas. La Convention de Montego Bay, c'est vraiment un instrument extrêmement dense, universel. Donc la plupart des États du globe en font partie, avec des grands absents quand même, dont les États-Unis, mais la plupart en font partie, et un instrument qui a vocation à vraiment couvrir la quasi-totalité du droit de la mer. Il y a des lacunes. On parle, quand ce sont des instruments lourds comme ça et il faut renégocier à plusieurs États, on aura beaucoup moins facilement une modification à proprement parler du traité qui est des accords qui les complètent. Et c'est le cas, donc vous avez la réponse à la question par l'instrument en cours de négociation, l'instrument sur la biodiversité marine, qui montre bien qu'une des lacunes va, on l'espère, être utilement complétée dans les années à venir par un autre instrument juridiquement contraignant qui va venir compléter cette famille Montego Bay. Donc on se dirige vers un instrument quand même qui est assez lourd, puisqu'il y a une sorte d'institut central, d'outil central avec une sorte de constellation de satellites. C'est exactement ça. On l'appelle un umbrella treaty parce que c'est un traité général auquel viennent se greffer plusieurs autres traités. Et en fait, quand vous faites la liste, j'ai essayé de faire la liste récemment des instruments non pas régionaux, mais uniquement universels régissant les droits de la mer pour les besoins d'un livre blanc sur l'océan. J'ai arrêté à 17 pages en me disant que ça ne sera jamais publiable de toute manière, ça ne sert à rien de continuer. Pour vous donner un exemple. Et ce n'est pas que le droit de la mer est inquiétant, puisque celle-là s'ajoutent toutes les questions liées au changement climatique et les droits de la mer qui ne sont pas régis par les droits de la mer, tels les réfugiés, qui sont régis par d'autres instruments en dehors du droit de la mer, mais en lien avec ce dont nous sommes en train de parler. Alors vous êtes intervenu aussi tout à l'heure quand on a évoqué la question des futurs gisements miniers, quoi. Je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, mais dans l'océan profond, ça va être un chantier considérable dans les années qui viennent, parce qu'on voit qu'il y a ce besoin terrible pour de nouvelles matières premières. Je ne sais pas, on parle que de voitures électriques, maintenant il va falloir du lithium pour toutes les batteries, on va aller le chercher dans la haute mer, dans les abysses même. Quel instrument on se sent un peu démuni par rapport à ce chantier qui avance un peu à bas bruit, parce que moratoire, pas moratoire. Mais parce que pendant longtemps, si vous voulez, je pense qu'on est la zone, le concept de la zone des fonds marins qui est révolutionnaire en droit international parce que c'est la première fois qu'on fait véritablement ce qu'on appelle l'internationalisation positive, c'est-à-dire que c'est un espace international à l'instar de la haute mer, donc de la colonne d'eau au-dessus, mais ce n'est plus un espace international régi par la liberté négative, donc chaque État peut librement utiliser, exploiter, explorer, et la seule limite, ce sera la liberté de l'autre. C'est un espace international soumis, en tout cas en théorie, à une internationalisation positive, communautarisée. Donc, c'est ce qu'on appelle un patrimoine commun de l'humanité. C'est un bien commun, c'est la question des biens communs. Oui, du patrimoine commun de l'humanité, qui fait que la gouvernance dont on parle beaucoup aussi aujourd'hui de la zone ne peut pas appartenir aux seules initiatives privées de chaque État. C'est pour ça qu'il existe l'autorité internationale des fonds marins et l'entreprise. Et donc, dans la Convention de Montego Bay, il y a vraiment un système de gestion internationale mis en place qui n'a pas été mis en place tel quel à cause notamment de la réticence des États-Unis. Et donc, il y a un accord de 1994 qui vient finalement rendre la chose beaucoup plus classique, mais il n'empêche que dans son noyau dur, dans son existence et conception même, on a une idée assez nouvelle, assez inédite en droit international. Après, on l'a mise en place dans les années 80 et pendant longtemps, on n'a pas vraiment su explorer cette vaste zone des fonds marins. Et puis, il y a eu pendant une période la pression que ces nodules polymétalliques, finalement, n'étaient pas si importants que ça. Et puis, ces dernières années, les moyens techniques ont évolué, les possibilités ont évolué, et donc ça serait devenu extrêmement important, effectivement. Et c'est un enjeu majeur, comme vous le disiez tout à l'heure, un enjeu majeur pour les droits, pas seulement pour les droits, pour l'environnement marin aussi, et avec beaucoup d'inconnus.
ce que vous disiez, on ne sait pas si l'exploitation commerciale commence, on ne sait pas quels sont et quand l'exploitation commerciale commence, on ne sait pas quels sont encore les impacts sur l'environnement. Donc oui, énormément de questions. Et beaucoup des charges et des poids et des responsabilités pour les droits, et notamment les codes miniers, pour bien mettre en œuvre ces futures exploitations, si elles doivent avoir lieu, avec un socle environnemental très solide.